du soir, le chauffage bois et la qualité de l'air. Et donc, on verra comment s'assurer de tout bien faire. Donc, moi, je me présente, je m'appelle Sylvain, je travaille à l'Agence locale de l'énergie et du climat. Et je vais vous parler donc d'un sujet qui m'intéresse depuis pas mal d'années. Moi, je suis à la fois chargé de mission en sensibilisation événementielle à l'ALEC, mais je suis aussi usager d'un poêle à bois depuis 6 ans, un poêle à bois à haut rendement, et je pourrais vous faire en fin d'atelier un petit retour là-dessus. Pour information, les micros et les caméras sont coupés pour plus de fluidité, les vôtres en tout cas. Donc si vous avez des questions, elles seront à poser sur le chat. Donc vous avez une barre en bas de l'onglet Zoom avec différentes options et notamment donc un onglet chat ou converser. Et pour info, le webinaire il sera enregistré et disponible en replay sur les chaînes YouTube de l'ALEC, notamment dès la semaine prochaine. Donc, on va présenter le réseau des espaces Conseil France Rénov'. On fera un petit état des lieux de la ressource bois. On parlera des enjeux en matière de qualité de l'air. On verra comment s'assurer d'avoir un chauffage bois performant et respectueux de l'environnement au maximum. On verra les différents types d'appareils. Donc là, on est focus habitat individuel. On parlera des dernières réglementations sur les usages, puisqu'on ne peut pas faire n'importe quoi. On verra les aides financières disponibles et donc, comme je vous disais, je vous ferai un petit retour d'expérience. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser au fur et à mesure dans le chat. Alors là, j'ai un petit souci d'affichage qui fait que je vois la même chose sur mes 2 écrans, mais de temps en temps, je sortirai du diaporama pour voir si vous avez des questions. Ce que je vais faire, voilà, tout de suite, voir si vous avez réagi, voir combien de personnes sont arrivées. Voilà, donc pour l'instant, une quinzaine de personnes. Si le son et l'image sont OK, ça va. Et donc, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc, le service conseil et accompagnement, c'est un réseau qui s'appelle France Rénov'. C'est le seul réseau en France qui fait du conseil gratuit et indépendant et neutre sur la rénovation énergétique, sur les énergies renouvelables, sur les économies d'énergie, économies d'eau éventuellement, et cetera, et cetera. Et sur le département du Rhône, il est assuré par 2 structures. Donc l'Agence locale de l'énergie et du climat dont je fais partie, qui a son siège à Villeurbanne, qui s'occupe des 58 communes de la métropole de Lyon, donc 1 450 000 habitants, et les collègues de la LTE 69, qui s'occupent de tout le reste du territoire du Rhône. Donc d'habitude, on organise régulièrement ces webinaires ensemble. Là, ce soir, on aurait dû avoir un autre intervenant. Finalement, je gère tout seul. Donc voilà. Alors, peut-être des moments où je devrais faire un peu l'aller-retour entre le diaporama et le chat, voir si vous avez des questions. En tout cas, ce réseau, vous avez pu le connaître sous d'autres noms. Il a été lancé par l'ADEME notamment dans les années 2000. Et donc, on l'a connu sous différents noms. Je l'ai connu sous le nom d'Espace Info Énergie. Il y a eu le réseau FAIR, il y a eu aujourd'hui le réseau France Rénov', mais en tout cas, c'est le même service. Et vous avez plusieurs centaines de structures un peu partout en France, y compris dans les territoires d'outre-mer, qui assurent ce service de conseil aux particuliers et surtout de conseil gratuit. Donc, comme je vous disais, conseil gratuit, un service de proximité. On conseille vraiment aux gens de se mettre en relation avec la structure de leur territoire, puisque au moins sur le volet aide financière locale, bah, c'est eux qui auront la maîtrise. C'est important de dire qu'on est indépendant des fournisseurs d'énergie et de matériaux. Nous, on n'a rien à vous vendre. On est des associations, on n'a pas d'intérêt commercial. Et donc, notre accompagnement peut avoir un volet technique sur les travaux d'économie d'énergie, sur les énergies renouvelables, un volet financier, donc sur les aides, sur une logique de raisonnement au coût global et environnemental, donc sur l'évaluation de l'impact des solutions choisies. Donc, on a des conseillers qui peuvent vous répondre tous les jours au téléphone, qui peuvent, sur des projets de réno global, vous donner rendez-vous dans nos locaux et vous faire du conseil sur mesure. Donc voilà, je vous le dirai sans doute plusieurs fois sur le webinaire, mais pour aller plus loin, il faut vraiment prendre contact avec nos conseillers. Ils sont là pour ça. On a des gens
qui s'occupent de la maison individuelle et des gens qui s'occupent des copropriétés. Quelque chose d'important aussi, avant même de parler de système de chauffage, c'est de vous dire, qu'avant de réfléchir au système, il faut d'abord réfléchir à l'enveloppe. Donc quand on a des gens qui nous contactent, la première chose, dont on va parler, ça va être l'enveloppe, ça va être l'isolation, ça va être la réduction des besoins et il est beaucoup plus logique d'isoler d'abord son logement que d'investir dans un nouveau chauffage, puisque si vous décidez ensuite de faire l'isolation, vous risquez de vous retrouver avec un chauffage surdimensionné et c'est valable pour le chauffage au bois. On va dimensionner un chauffage en fonction du niveau d'isolation du logement. Donc première chose à faire, améliorer, enfin réduire les besoins et ensuite on va réfléchir au système, donc système de production de chaleur, système d'eau chaude sanitaire, système de ventilation et les collègues pourront vous conseiller sur tout ça. Donc voilà, ça explique un petit peu ce que j'étais en train de vous dire, l'idée étant de réduire au maximum la sensation de paroi froide. En fait, quand, les murs sont mal isolés, on va avoir une baisse de la température ressentie et donc on va devoir monter le chauffage, avoir des factures importantes. Quand on isole, notamment par l'extérieur, on va avoir une amélioration du confort et du coup, on va pouvoir baisser la température de consigne du chauffage. La température demandée, réduire donc les besoins. Pour le sujet du jour, donc bois énergie, on va voir un peu quelle est la place du bois énergie dans la filière bois, de quels produits on parle et comment il est produit. Donc une partie de ces diapos, ont été faites, par les amis de Fibois 69. Et donc voilà, ils sont spécialistes du bois, quel que soit son usage. Donc il faut savoir d'abord que le bois énergie est, essentiellement un sous-produit. Donc il peut y avoir plusieurs produits dans la vie du peuplement. Ça peut être des coupes d'éclaircies. Ensuite, il peut y avoir plusieurs produits dans l'arbre lui-même. Une partie du bois va servir au bois énergie ou au bois d'industrie. Une partie du bois, va servir à la charpente, faire des meubles, des emballages, et cetera, et cetera. Et on va aussi avoir des produits de transformation de toutes ces industries où on va avoir aussi bien des écorces, des sciures, ça peut être des copeaux. Donc voilà, on a, tout au long de la filière, du bois qu'on peut valoriser. Mais évidemment, les gens qui produisent du bois vont d'abord privilégier les usages nobles du bois, tout en se laissant la possibilité de valoriser les sous-produits. Donc on va retrouver du bois dans la menuiserie, on va retrouver du bois dans la construction, dans la fabrication d'emballages, on va retrouver du bois dans la production d'énergie, on va retrouver du bois dans l'industrie, notamment aussi dans la pâte à papier, et cetera, et cetera. Excusez-moi, Oui, on ne vous voit pas, on ne voit pas votre présentation. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui a mis un message comme moi. On vous voit alors vous, mais pas vos slides. Oui, je ça confirme, c'est pas du tout vous n'avez normal. pas partagé votre présentation. C'est pas du tout normal. Alors, on refait une tentative. Est-ce que là, ça change? Oui, Ça marche. Alors, est-ce que là, c'est bon? Oui, excepté qu'on voilà, maintenant on voit en plein écran votre présentation, Ça y est, là, votre on est bon? diaporama PowerPoint. Oui, Ouais, donc bon, je repasse très rapidement là ce que je vous disais. Voilà, donc le service de proximité, avec les collègues qui vous répondent sur des projets précis. Le volet, rénovation globale, d'abord penser isolation avant même de penser changement de chauffage. Et donc voilà, les diaporamas, notamment issus, des présentations de Fibois, donc nos collègues de l'interprofessionnel du bois. Donc voilà, on a un gros potentiel de bois à valoriser en France. On est un des principaux pays, forestiers d'Europe et donc tout au long de la filière, du bois, on a des sous-produits à valoriser. Donc le bois énergie, bah, il y a plusieurs, types de bois, il y a plusieurs combustibles.
Donc le plus connu, ça va être le bois bûche. Donc là, on va être sur un peuplement forestier, on va être en majorité sur du feuillu, parce qu'il va durer plus longtemps et on est sur une production et une distribution locale. Donc là, on va recommander un bois à 20 d'humidité. Plus un bois va être humide, plus le pouvoir calorifique va baisser. Ensuite, on a le bois déchiqueté, donc là qui est à peu près pour moitié de production forestière. Et là, on va retrouver aussi bien du feuillu que du résineux. Il va être plus humide la plupart du temps, parce qu'il va sécher moins longtemps. Et en fait, il va être essentiellement destiné à des grosses installations. On va rarement trouver ça dans de l'habitat individuel. À la limite, vous allez avoir des agriculteurs qui peuvent avoir un tracteur avec une prise de force sur le tracteur, qui vont pouvoir broyer du bois et l'utiliser sur leur exploitation ou sur un petit réseau de chaleur communal. Mais voilà, en tout cas, ça concerne assez peu le particulier. Et puis, depuis quelques années, on voit un développement du bois granulé, où là, on est sur 100% sciure, sur essentiellement du résineux et avec une production et une distribution nationale. Et là, on a un pouvoir calorifique qui est plus important parce qu'on va carrément être à 2 fois moins d'humidité que ce qui est recommandé sur de la bûche, donc moins de 10% d'humidité. Donc un combustible très sec et qui va permettre, dans la plupart des cas, d'avoir une automatisation du système. Et il faut savoir qu'on n'est pas obligé de choisir entre bûche et granulé. Moi, j'ai fait le choix de ne pas choisir et j'ai un appareil qui est mixte, qui va me permettre de brûler aussi bien du granulé que de la bûche. J'en reparlerai tout à l'heure quand je ferai mon retour d'expérience. Sur les bûches, donc là, vous avez la provenance, à peu près 20% vient de moins de 20 km, à peu près 37% entre 20 et 50 km, à peu près 23% entre 50 et 100 km et 18% plus de 100 km. Donc on est quand même pas mal sur de la filière locale. Donc évidemment, quand c'est des professionnels du bois, ils font pas ça à la hache, hein, ils ont des systèmes automatisés qui permettent de faire des gros volumes. On conseille 2 à 3 ans de séchage, hein, on y reviendra. Et c'est vrai que c'est bien de prévoir éventuellement de rajouter un peu de séchage aux bûches qu'on va acheter. 80% donc livrent à moins de 30 km. Et après, il y a aussi la façon de ranger et stocker son bois, on en reparlera. Donc sur des petites quantités, quand on va chercher un ster, on peut éventuellement se débrouiller tout seul. Bon, quand on est sur des volumes plus gros, effectivement, c'est un camion qui va venir béner ça devant chez vous. Et donc à ce moment-là, on comprend bien pourquoi le bois réchauffe plusieurs fois, parce que quand vous devez ranger 5 stères, ça passe un certain temps et ça réchauffe bien. Alors sur la partie émission du bois énergie. Donc d'abord, il y a une chose qu'il faut bien retenir, il n'y a pas de production d'énergie sans contrainte. Et donc il faut essayer d'aller chercher les contraintes qui sont les plus socialement et environnementalement acceptables. Et quand on parle de pollution, on va dire, il peut y avoir des pollutions très différentes selon les sources, avec des impacts aussi différents. Donc sur ce volet pollution, il faut bien faire la différence entre les émissions, donc ce qui est émis, et la concentration de ces polluants. Donc on a un certain nombre de secteurs qui émettent des polluants, évidemment le tertiaire, le résidentiel, l'industrie, l'énergie, les déchets, le transport, etc., et l'agriculture. Donc tout ça va émettre des polluants. Et ensuite, ces polluants, selon là où on est sur le territoire, ils vont être plus ou moins concentrés. Et un des facteurs de concentration, c'est aussi le vent, les conditions météo, la topographie, qui font que dans certains secteurs, les polluants vont avoir tendance à stagner, à se concentrer, notamment dans des cuvettes, et que dans d'autres endroits, ils vont être dissipés de façon beaucoup plus rapide. Et c'est aussi pour ça parfois que quand sur des périodes d'anticyclone où il y a peu de vent, dans certaines cuvettes comme dans certains endroits comme Grenoble, comme Lyon ou dans certaines vallées avec beaucoup de circulation comme la vallée de l'Arve, on va pouvoir avoir des problèmes de pics de pollution. Les émissions par secteur. Donc on va voir que selon les polluants, les
les différents secteurs vont avoir des impacts différents. Si on regarde l'agriculture, l'agriculture, ça va être essentiellement NH3, l'industrie, ça va être essentiellement le SO2, mais pour ce qui nous intéresse, le résidentiel, eh bien, on va avoir, les particules fines, donc qui vont être importantes, qui vont être notamment de 70 ici, on voit bien pour les PM2,5, donc c'est un petit diamètre, et de 54 pour les PM10, donc des particules un petit peu plus volumineuses. Si on regarde par type d'énergie, on s'aperçoit que d'une façon globale, la contribution des différentes énergies de chauffage aux émissions sur Auvergne-Rhône-Alpes, les émissions vont quand même être en grande partie, on va dire, sur les émissions de gaz à effet de serre, la biomasse aura une faible contribution. Par contre, elle sera plus marquée sur les polluants locaux, notamment sur les particules fines dont je vous parlais, et en partie liées au chauffage individuel au bois. Parce que beaucoup de gens se chauffent avec des chauffages bois anciens, pas toujours bien entretenus, et avec des combustibles pas toujours très très secs. Si on regarde ici en fait le niveau le facteur d'émission de particules des différents types d'appareils de chauffage au bois, en fait, on s'aperçoit que les chaufferies collectives, donc notamment les réseaux de chaleur, elles ont un niveau de particules fines qui est très très faible parce que notamment elles ont des systèmes de fils très performants. Quand on va ensuite sur de l'appareil pour les particuliers, donc du flamme verte 7 étoiles, on voit aussi que le facteur est très très faible. Sur les chaudières bûches flamme verte, pareil. En gros, tous les appareils labellisés flamme verte, d'une manière générale, tout ce qu'on a dans les différentes déclinaisons de verre, on va être sur des émissions par kilowattheure très très faibles. Et quand on commence à arriver dans les zones plutôt orangées, brun, on va avoir une augmentation du facteur pollution parce qu'on va être sur des appareils qui ont des rendements beaucoup moins bons. Bon, il faut savoir qu'à une époque, on se chauffait, on voit encore ça dans des châteaux avec des foyers ouverts, avec des rendements de l'ordre d'à peu près 5%. On chauffait essentiellement les petits oiseaux, donc forcément, c'était des époques où on ne se préoccupait pas beaucoup de la pollution. Il y avait de toute façon pas toutes les autres sources de pollution qu'on a aujourd'hui. Et puis, c'était une époque où la température moyenne dans les logements devait plus tourner à 14 degrés qu'aux alentours de 19-20 degrés. Alors, je vais juste regarder s'il y a des réactions. Hop. Sur le chat en même temps. Je prendrai ça après, parce que là, en termes d'affichage, j'ai pas ce que j'ai d'habitude. Donc je vous ai remis ça de façon un peu plus esthétique et imagée, notamment sur les émissions donc de PM10, donc de particules fines. On voit l'exemple ici entre une cheminée à foyer ouvert, où on va être sur des émissions monstrueuses, là, puisqu'on est sur un niveau de 400, 100 pour des appareils standards à bûche d'avant 96, 7 pour des poêles à bûche modernes et performants, et entre 1 et 4 pour des poêles et des chaudières à granulés. Donc voilà, en fait, la chose à retenir, c'est que le chauffage au bois d'aujourd'hui à haut rendement n'a plus rien à voir avec le chauffage au bois de papy-mamie, comme on dit. Les technologies ont complètement évolué. Et voilà, et on a notamment des spécialistes de la mesure qui nous aident bien justement à bien appréhender cela. Donc dans les spécialistes de la mesure, on se base beaucoup notamment sur les données d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, qui ont notamment des locaux à Bron. Et donc on voit que sur la plupart des polluants, depuis 2007, on a une baisse importante. Le seul polluant qu'on a du mal à faire baisser, c'est l'ozone, qui est notamment un polluant issu de la dégradation, enfin polluant secondaire, qui est pas mal lié notamment à la circulation automobile.
Et c'est vrai que sur celui-là, on a encore un peu de mal. On a beaucoup réduit, sur les particules fines, on a beaucoup réduit, sur d'autres polluants, comme les oxydes d'azote. Maintenant, voilà, on est encore parfois au-dessus des préconisations de l'OMS, donc voilà, c'est pas parce qu'on progresse ces dernières années, qu'il faut se limiter à ça. Il y a quand même aujourd'hui des milliers de gens qui sont victimes de la pollution, des maladies, des décès anticipés liés à la qualité de l'air, et donc on a tout intérêt à s'en préoccuper. Sur les objectifs, hein, en termes de chiffres clés, donc entre 90 et 2022, sur les émissions de poussière, on a réduit de 59 grâce à l'évolution des normes. On espère, réduire de 15 à l'horizon 2030, et en 2024, on avait déjà fait la moitié du chemin à peu près. Sur le nombre d'appareils de chauffage au bois, jusqu'à 2022, on avait 6 à 8 millions, dont 800 000 foyers ouverts. Bon, clairement, c'est ces 800 000 foyers ouverts qu'il faut qu'on dégage, pour les remplacer par des appareils performants. On devrait, avec l'augmentation du prix des énergies fossiles, avoir quand même une augmentation du nombre de gens chauffés au bois. Pour autant, on considère que la pollution et la consommation de bois continuera de baisser, parce qu'avec l'augmentation continue du rendement des appareils, on aura besoin de brûler moins de bois que dans des chauffages bois, anciens. Donc c'est pour ça que, à l'horizon 2030, on considère qu'on aura encore une baisse de la consommation de bois, même si on a plus de gens qui se chauffent au bois. Alors la combustion, ça se fait, de différentes façons et pas n'importe comment. Il faut savoir que, ça c'est, les profs de chimie vous diraient ça mieux que moi, mais en gros pour avoir une combustion, il faut un combustible qui soit solide, liquide ou gazeux. Donc en solide, on va retrouver le bois, on va pouvoir, une époque on avait le charbon, il peut être liquide, donc c'est le cas du fioul, et il peut être gazeux, c'est le cas notamment du méthane, qui soit le méthane fossile, donc le gaz naturel, ou qui soit le méthane, biométhane issu de la fermentation de déchets organiques, donc ce qu'on va appeler le biogaz. Il faut un comburant, l'oxygène, et il faut de la chaleur pour le démarrage. Pour récupérer la chaleur du bois, il y a plusieurs étapes. Il va y avoir une première étape qui va être l'évaporation de l'eau. Et donc plus un bois sera sec, plus, ça sera rapide, et plus on aura de l'énergie à récupérer. Dans un deuxième temps, on aura, l'évaporation et la combustion des gaz, et ça peut se faire si on a assez d'entrée d'air. C'est pour ça que, souvent quand on change de système, ils refont une entrée d'air pour être bien sûr que ça soit efficace, et il faut que le bois brûle bien, fasse de belles flammes, il ne faut pas qu'il charbonne, où là effectivement, on aura un système pas efficace. Et dans un troisième temps, on va voir le brûlage du charbon de bois, et là on va être sur des hautes températures. Donc en résumé, du bois, de l'oxygène, de la chaleur égale un effet en chaîne. Voilà, on ne réfléchit pas forcément à tout ça quand on brûle une bûche, mais c'est toujours bon à savoir. Et il existe des thermomètres, qu'on met sur le conduit. J'en ai un sur le mien, à peu près 30-40 centimètres au-dessus du poêle, qui permet de visualiser la température, voir si justement on est conforme aux préconisations. Sur les systèmes, en gros, les systèmes de chauffage, donc sur les appareils indépendants, en gros, on va avoir la possibilité d'installer un poêle à bûche, on va avoir la possibilité d'installer des poêles à granulés, on va avoir la possibilité d'avoir des poêles de masse. Ça, c'est plus rare, mais c'est, éventuellement sur des logements un peu plus grands, ou en tout cas, on va avoir, des matériaux qui vont accumuler de la chaleur tout autour du poêle et le restituer pour avoir un déphasage le plus long possible. Et puis on peut avoir éventuellement ce qu'on appelle des poêles bouilleurs, donc des poêles qui vont être raccordés, à de l'eau chaude, éventuellement un réseau de chaleur, ou faire de l'eau chaude sanitaire. Voilà, et puis on pourrait même encore ajouter d'autres types, comme par exemple des cuisinières au bois, voilà, il y a
toute une famille d'appareils et aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que les fabricants ont réussi à en faire des appareils esthétiques avec des tas de finitions possibles, des tas de visuels possibles. Vous pouvez avoir des choses plutôt rectangulaires, vous pouvez avoir des choses plutôt cylindriques, vous pouvez avoir des rendus vraiment, des finitions très très différentes. Vous pouvez avoir des systèmes d'inserts qui vont être pendus au plafond. Enfin, voilà, il y a vraiment vraiment beaucoup d'options. Et après, ils ont des avantages, des inconvénients. Le poêle à bûche, il a un avantage qui est l'indépendance électrique, pas besoin donc de branchement électrique. Combustible relativement local, des rendements de 70 à 85%. Le poêle à granulés, alors même si il existe quelques poêles à granulés sans électricité, mais enfin dans l'intérêt quand même principal du poêle à granulés, c'est bien qu'il soit automatique et programmable. Donc là, vous avez généralement des applications sur smartphone qui vous permettent de programmer votre poêle pour qu'il se déclenche éventuellement avant que vous rentriez à la maison et qui puisse faire évoluer les températures dans la journée. L'allumage se fait automatiquement avec une résistance électrique. Donc il y a une petite consommation électrique, mais par contre, voilà, l'automatisme est quelque chose de vraiment intéressant avec des systèmes de vis sans fin qui vont approvisionner le foyer. Poêle de masse, donc je vous parlais du volet inertie, donc des rendements de 80 à 90%. Sincèrement, on n'en voit pas passer beaucoup sur le territoire de la métropole, donc il y en a certainement d'installés, mais on en voit quand même assez peu sur les projets qu'on fait visiter. Pareil pour les poêles bouilleurs. Donc là, l'avantage, c'est qu'on peut aussi faire une partie du chauffage par des radiateurs, donc pas seulement sur l'appareil en lui-même, mais en chauffant de l'eau chaude, faire circuler dans un réseau de radiateurs, voire faire de l'eau chaude sanitaire. Donc voilà, différentes options pour les appareils indépendants. Il faut savoir aussi que maintenant, on est sur des systèmes très souvent à ce qu'on appelle la double combustion. En gros, on va refaire brûler les gaz, c'est ce qu'on appelle la deuxième combustion, donc d'où les besoins d'arrivée d'air secondaire. Et c'est des gaz qui avant partaient dans la cheminée. Donc voilà, ça permet d'améliorer notamment le rendement. Ensuite, on va avoir des systèmes un petit peu plus volumineux qui vont être des systèmes de chaudière. Donc les systèmes qu'on a vus avant, notamment les poêles ou les inserts, ça peut être pour des maisons pas de taille exceptionnelle ou pour des gens qui peuvent éventuellement avoir un deuxième système de chauffage. Quand on part sur des systèmes de chaudière, on va être sur des logements plus souvent au-delà de, on va dire, à partir de 150 mètres carrés et puis comme chauffage unique. Donc le principe de la chaudière, c'est d'avoir un réseau eau chaude plus radiateur ou plancher chauffant. Ça peut être des chaudières bûches, ça peut être des chaudières à granulés, ça peut éventuellement être, mais ça sera plus souvent à la campagne sur des corps de ferme ou des bâtiments plus grands, ou des gens qui peuvent broyer eux-mêmes leur bois, ça peut être aussi au bois déchiqueté. Donc la chaudière à bûche, c'est un combustible disponible, rendement de 75%. La chaudière au granulé, c'est l'autonomie annuelle, vous faites livrer généralement une fois dans l'année. Souvent, c'est un camion souffleur qui va venir avec un tuyau vous remplir votre silo. Différents types de silos, ça peut être des silos maçonnés, des silos en toile tendue par des armatures métalliques, on peut retrouver dans des garages par exemple. Et l'avantage, c'est qu'il y a très peu de cendres et très peu de produits de combustion, peu d'émissions, puisqu'on est sur du très haut rendement, donc au moins 85% de rendement. Et sur la chaudière bois granulé, les avantages du granulé sur le volet programmation automatisme, par contre un rendement un petit peu plus faible parce que un combustible un peu plus humide et puis souvent besoin d'avoir des silos un peu plus volumineux. Voilà, donc, mais ça concerne quand même un petit peu moins les particuliers, même si on a nos quelques projets quand même en rénovation qu'on voit sortir avec de la chaudière à granulés. Là, c'est vraiment après une question de surface de logement.
La performance des appareils, donc on parle beaucoup de flamme verte, donc qui est un critère de performance environnementale. Donc on dit souvent, pour bénéficier des aides, flamme verte ou équivalent. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des labels étrangers qui soient équivalents aux flammes vertes. Voilà, après, au début, il y avait du flamme verte 5, 6, 7 étoiles. Maintenant, globalement, je crois que le flamme verte actuel, on est quand même maintenant tous sur du niveau 7 étoiles. Mais en tout cas, ça vous garantit d'avoir des appareils performants. Donc, avoir un appareil performant, c'est bien. Maintenant, il faut que l'ensemble du système soit performant. Donc, d'abord, on va calculer les besoins de chauffage qui sont liés au niveau d'isolation du logement. Mais voilà, on va voir aussi l'efficacité des émetteurs de chaleur. Donc, quand vous avez un poêle ou un insert, ça va être juste l'appareil en lui-même qui va émettre. Quand on va être sur des systèmes avec sur de l'eau chaude, on va être aussi, ça va être la performance des radiateurs ou du plancher chauffant, sachant qu'on est souvent plus efficace sur plancher chauffant puisqu'on travaille sur de la basse température. Et donc, on a une répartition plus harmonieuse de la chaleur. Et évidemment, c'est important d'avoir une régulation pour qu'on ait une température qui soit harmonieuse. Voilà, donc le rendement du système, c'est l'efficacité du système. L'efficacité, elle est aussi liée à autre chose. Elle est aussi liée à l'entretien des appareils. Donc en gros, pour nous, il y a 4 grands axes pour avoir un chauffage bois performant, économe, respectueux de l'environnement. Il va y avoir la qualité du matériel que vous installez. Il va y avoir la compétence de l'installateur. Donc, c'est bien de demander des références à votre installateur. Il va y avoir le combustible que vous brûlez. Et c'est sûr que si on brûle n'importe quoi, on va altérer le rendement, on va encrasser. Et ensuite, il va y avoir l'entretien. Un chauffage bois, c'est comme une chaudière gaz. Il faut l'entretenir de temps en temps. On conseille une fois par an. Et il faut faire le ramonage. Donc, quand le ramonage n'est pas bien fait, on peut se retrouver avec de grosses accumulations et avec l'exemple côté droit en gros, de galettes de suie qui témoignent d'un feu de cheminée. C'est-à-dire qu'en gros, la cheminée était trop encrassée et ce type de résidus qu'on va récupérer après ramonage témoigne d'un feu de cheminée. Évidemment, les assureurs, si vous ne faites pas les ramonages correctement, ils risquent de se retourner contre vous. Donc voilà, le ramonage, c'est au moins une fois par an avec un certificat du ramoneur, et voire 2 fois, dans au moins une en saison de chauffe. Et c'est plus efficace si d'ailleurs ils ne se contentent pas de le faire par en bas, mais s'ils montent aussi sur le toit. Moi, j'ai eu plusieurs ramoneurs et le dernier m'a dit j'imagine que les précédents le faisaient par en bas. Je lui ai dit oui, il me dit ouais, ça se voit. Et ça a permis aussi ça permet aussi, quand ils montent sur le toit, de voir si les éléments terminaux, les éléments sur le toit sont dégradés, voir s'il y a besoin éventuellement de refaire un peu d'étanchéité. Donc voilà, c'est quelque chose à avoir en tête. Donc l'entretien, ça va être déjà dépoussiérer le système, regarder s'il y a de l'encrassement, tout démonter, changer éventuellement s'il y a des pièces défectueuses, éventuellement si la résistance fonctionne plus bien, en mettre une neuve, etc., etc. Ça, c'est valable pour la plupart des appareils de chauffage. Et puis c'est vraiment une question, voilà, une question de sécurité. Alors sur le côté, se chauffer avec des bûches. Donc il y a un truc quand même, on a rajouté cette diapo là, notamment avec les amis de Fibois, parce qu'ils ont beaucoup de retours là-dessus. Il y a beaucoup de fraude et d'arnaques sur la vente de bois. Vous savez qu'à chaque fois que les énergies classiques augmentent, les gens ont tendance à se tourner vers le bois, et à partir du moment où il y a des sous à prendre, vous avez des escrocs qui viennent là-dessus. Donc, un des premiers indices, c'est quand c'est trop beau pour être vrai, c'est souvent que c'est faux. Donc, quand vous avez des mètres cubes à moins de 70 €, c'est quand même assez peu probable. Ensuite, il faut comparer les prix avec d'autres fournisseurs pour identifier les offres irréalistes. Privilégier la commande par téléphone pour pouvoir poser des questions, éviter les paiements en ligne pour une première commande.
vérifier les coordonnées de l'entreprise et la date de création du site internet. Et sachez-le, on a des professionnels qui s'étaient fait copier leur site internet, et donc vous aviez des gens qui avaient des faux sites pour arnaquer les gens. Et bien évidemment, les gens y payent, ils sont jamais livrés, et derrière, pour récupérer leurs sous, c'est quasiment impossible. Donc voilà, soyez vigilants de ce côté-là. Et en termes de label, vous avez des démarches qui vous garantissent normalement un produit de qualité, notamment le label France Bois Bûche, le CBQ+. Et vous avez des tutos sur France Bois Bûche avec le célèbre Peter qui vous fait un certain nombre de tutos pour vous informer. Donc il y a le achète ton bois comme Peter, il y a le allume ton feu comme Peter. Il y a tout un tas de conseils de façon un petit peu décalée qu'il ne faudra pas hésiter à aller voir sur la chaîne YouTube de France Bois Bûche. Donc dans les essences, on va privilégier les essences feuillues, les feuillus tendres comme bois d'allumage, peuplier, aulne, et les feuillus durs comme bois de chauffe, notamment le chêne, le hêtre et le châtaignier. Mixer les essences éventuellement pour favoriser la biodiversité en forêt. Ça va éviter les monocultures d'arbres. Et puis voilà, comme je disais, être attentif au taux d'humidité. On reviendra tout à l'heure sur la réglementation, mais c'est pas parce qu'on vous garantit un bois sec qu'il l'est forcément. À titre perso, la dernière fois où je me suis fait livrer 5 stères, j'avais des bûches qui étaient mangées sur les champignons, et dans certaines, j'arrivais à creuser avec une clé sur à peu près 3 centimètres. Donc autant vous dire que quand tout a été bouffé par les champignons, le pouvoir calorifique ne va pas être terrible. Donc voilà, depuis, on a investi dans un humidimètre, ce qui me permet de pouvoir vérifier l'humidité des différents types de bois. Donc voilà, on conseille 2 à 3 ans de séchage. Quand vous faites livrer, quand on se fait livrer, c'est souvent par quantité, par au moins 5 stères. L'idée, c'est de pouvoir ajouter 1 an de séchage. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que le bois va être apte à être brûlé dans votre système. Alors, je refais juste un petit passage là-dessus. Je regarde s'il y a des questions. Bon, sur le poêle, ça dépendra déjà de l'année. Rendement 80%, si c'est un poêle bûche, ça semble être quelque chose de logique. Rien de très étonnant. Sur la partie achat, donc il est souvent moins cher quand on achète au printemps ou en été, c'est-à-dire hors saison de chauffe. Et dans les mentions obligatoires sur la facture, donc ça c'est important parce que ça fait partie des relativement nouvelles réglementations. Donc vous avez l'essence vendue et la longueur, souvent 33-50 cm. Vous avez le taux d'humidité et vous avez la mention prête à l'emploi si le bois est sec. Donc on considère que le bois est entre guillemets sec à moins de 23% d'humidité, idéalement même moins de 20%. Et sinon, il doit y avoir la mention asséché avant emploi, avec conseil sur le temps de séchage complémentaire. Bon voilà, moi par principe, je pars du principe que je vais y rajouter du séchage. Voilà, même si moi, en ayant un système mixte, je ne suis pas dépendant que du bois bûche. Après, visuellement, un bois sec, la bûche, elle va fendre. Et c'est important aussi, si vous avez la possibilité vous-même d'avoir du bois, de faire de l'abattage, si vous faites des bûches en 1 mètre et que votre poêle accepte du 33, idéalement, en fait, il faut le couper le plus tôt possible à la bonne taille. Comme ça, il va mieux sécher. Et en tout cas, voilà, moi, j'avais eu l'occasion de récupérer notamment du robinier faux acacia. Effectivement, au bout de 2-3 ans, on voyait que le bois était bien, bien fendu.
et ça montrait qu'il avait bien séché. Ensuite, au niveau du stockage, donc, on va surtout pas, mettre une bâche étanche plastique dessus, hein, il faut qu'il respire. Donc l'idéal, pour pas cher, bah, c'est de le mettre sur palette et ensuite avoir une avancée de toit, qui va protéger de la pluie. En tout cas, il faut que le bois soit bien ventilé. Donc dans l'idéal, on va peut-être éviter de mettre les bûches toutes dans le même sens comme sur le schéma, mais plutôt alterner, des bûches dans un sens, des bûches dans l'autre, ce qui va permettre à l'air de mieux circuler. On évite le contact avec le sol, on évite le contact dans des pièces qui peuvent être relativement humides. Et ensuite, il y a la notion de pouvoir calorifique. Heu, Selon la taille des bois bûches et ben, en fait, pour avoir, un ster, on n'aura pas forcément voilà, ça représentera pas forcément la même chose selon qu'il est coupé, en bûche de 1 mètre, de 50 ou de 33, mais en gros, on considère, que le meilleur pouvoir calorifique va vous être apporté par le chêne et le hêtre. Donc 1 mètre cube va faire l'équivalent de la combustion de 190 litres de fioul. On va être un petit peu moins bon pour le châtaignier avec, l'équivalent de 170 litres de fioul et un peu moins bon, encore moins bon avec le peuplier, qui va être un équivalent 120 litres de fioul. Donc voilà, retenez bien que toutes les essences n'ont pas le même pouvoir calorifique. Là, c'est des données qui sont données pour un bois harmonisé à 25 d'humidité. Donc quand on parle d'humidité, là, c'est sur l'importance, on va dire, de l'humidité sur le pouvoir calorifique, PCI, pouvoir calorifique inférieur. Donc là, tout simplement, un bois sec, ce qu'on considère comme sec à 20 d'humidité, vous voyez qu'on va être à peu près à 3 915 kWh par tonne sur un 20. Quand vous doublez l'humidité, vous êtes plus qu'à 2 762 kWh par tonne à 40 d'humidité et à 55 d'humidité, vous êtes à moins de 2000. Donc voilà, forcément, hein, quand on brûle de l'eau, on n'a pas des hauts rendements. Donc ça, c'est un exemple d'humidimètre, le petit appareil là qu'on a acheté pour l'agence avec 2 petits picots qui nous permettent de tester l'humidité des bûches. Donc les particuliers n'ont pas forcément ça, mais normalement les fournisseurs sont censés en avoir un et faut pas hésiter à demander qu'ils vous le mesurent et moi je connais des gens qui ont refusé des livraisons parce que justement le bois était pas conforme. Ensuite, quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler, même si c'est pas quelque chose d'intuitif, en tout cas, c'est valable pour, quand on brûle de la bûche. C'est ce qu'on appelle l'allumage inversé, c'est-à-dire l'allumage par le haut. En fait, on s'est aperçu, que pour qu'un système soit efficace, il faut déjà que le conduit soit chaud et donc en allumant par le haut, on va chauffer la partie supérieure du foyer et les gaz du bois en dessous vont traverser la zone chaude et vont s'enflammer et donc voilà, c'est pareil, on a un tuto, sur la chaîne YouTube de France Bois Bûche, avec, le célèbre Peter qui vous présente l'allumage par le haut. Donc on va utiliser, du petit bois, éventuellement des copeaux, des pommes de pin sur le haut qu'on va enflammer à l'aide d'un allume-feu, puis des bûches de petite taille, puis des bûches, plus épaisses, en partie basse. Voilà, c'est pas quelque chose d'intuitif, c'est pas comme ça qu'on a appris à faire quand on était plus jeune, mais c'est en tout cas, ce qui, a été testé en laboratoire et qui est le plus efficace. Sur le rappel des dernières réglementations. Donc là, on a à la fois des réglementations nationales et des réglementations locales. Donc vous avez l'arrêté du 30 mars 2022. Donc lui, il est relatif aux critères techniques auxquels doivent répondre certaines catégories de combustibles solides. Donc ça, c'est un peu la version détaillée, ce que je vous ai montré sur une diapo précédente. On doit avoir sur les factures des infos telles que l'essence du bois, la longueur des bûches, la quantité, le taux d'humidité et savoir s'il est prêt à l'emploi ou pas. Prêt à l'emploi, je le rappelle, moins de 23 d'humidité. Ensuite, vous avez le décret du 20 juillet 2023
qui vous parle de l'entretien, et là qui vous dit que le ramonage doit se faire au moins une fois par an par un professionnel qualifié, avec la délivrance d'un certificat de ramonage à conserver pour que vous puissiez le produire à l'assurance en cas de souci. Et donc l'arrêté du 20 juillet précise aussi donc la nécessité de faire un entretien annuel de l'appareil et donc pareil, fourniture d'une attestation d'entretien. Clairement, hein, chez moi, c'est la même personne qui fait l'entretien et le ramonage, le même jour. Donc c'est pas, forcément 2 personnes différentes. Heu, on peut faire ça en une seule fois. Dans les réglementations locales, donc j'ai pas forcément regardé tous d'où vous veniez. J'imagine qu'une partie des gens sont de la métropole, une partie éventuellement du reste du Rhône, peut-être quelques personnes des départements limitrophes. Donc on a une réglementation locale et donc ça vient de l'ADREAL et c'est lié au plan de protection de l'atmosphère de l'agglomération lyonnaise. Donc le PPA, donc le plan de protection de l'atmosphère, s'applique sur un territoire qui est beaucoup plus large que juste la métropole de Lyon, puisqu'il concerne 170 communes, plus, d'autres et le tout est sur 3 départements. Donc en gros, vous avez du Rhône, vous avez de l'Ain, vous avez de l'Isère. L'objectif étant de réduire de 50 les émissions de particules fines, de taille 2,5 entre 2020 et 2030. Voilà, si vous habitez un de ces territoires, vous êtes concerné. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que depuis le 1er avril 2023, seuls les appareils labellisés flamme verte ou équivalents peuvent être installés, qu'ils doivent être installés par un professionnel RGE, reconnu garant de l'environnement, et on doit vous délivrer un certificat de conformité. Voilà, ça c'est la partie installation. Maintenant, vous avez aussi une réglementation locale qui est liée à l'utilisation. Donc, 1er avril 2023, ce n'était pas un poisson, interdiction d'utiliser les foyers ouverts sur la métropole. Donc, foyer ouvert, je le rappelle, rendement, allez, 5 à 10 donc en gros, vous avez 90 de votre bois qui chauffe les petits oiseaux. Ce qui aujourd'hui est quand même, pas vraiment quelque chose de conseillé. 1er avril 2026, interdiction d'utiliser les foyers ouverts sur, tout le reste du territoire de plan de protection de l'atmosphère. Donc aujourd'hui, sur toute la carte que je vous ai montrée, il est interdit d'utiliser des foyers ouverts. Et à partir du 1er avril 2028, on aura aussi interdiction sur l'ensemble du PPA d'utiliser des appareils non performants d'avant 2002. Donc voilà, c'est important. Il y a une com qui est mise en place d'information des mairies de tous ces territoires. Il y a eu un communiqué de presse en décembre 2025 et tout ça concourt à renouveler le parc pour réduire les émissions de polluants et par là même la consommation de bois. Ça, c'est quand même quelque chose qui va dans le bon sens. Je vais regarder, hop. Alors, autoriser de réaliser soi-même le ramonage. Le ramonage, vous pouvez le faire vous-même, mais si vous le faites une 2e fois ou une 3e fois dans l'année. Par contre, comme vous n'êtes pas professionnel, je l'imagine, et comme vous n'êtes pas en capacité de produire un certificat, il faut le faire une fois par an par un professionnel. Mais vous avez le droit de vous acheter un furet et de le faire, 1 ou 2 autres fois dans l'année. Simplement, ça sera du ramonage, complémentaire. Alors effectivement, ouais, on l'a un peu abordé dans les 10 premières minutes, et de toute façon, quand on renverra à tous les inscrits, notamment ceux qui n'étaient pas présents, on renverra le replay et éventuellement le diaporama puisqu'on a eu un petit souci, donc je pense qu'on vous mettra un lien pour le télécharger en PDF. Donc aujourd'hui, on a suffisamment de bois à valoriser en France avec les sous-produits, pour que la ressource soit pas en péril. Voilà, ce qui est important, c'est que l'augmentation des rendements permet au final
baisser la consommation de bois, même avec une augmentation du taux d'équipement des ménages. Forcément, hein, quand on interdit le fioul, quand on essaye de limiter le gaz, bah, les gens ils se tournent vers ce qu'on a. Et puis dans une, logique, on va dire au niveau international avec, ce que vous voyez actuellement sur l'augmentation du prix des carburants qui forcément va impliquer, notamment le prix du gaz aussi, on a quand même tout intérêt à consommer un maximum d'énergie locale. Donc, on a en France, hein, on est un des premiers pays producteurs de bois en Europe. On a de quoi valoriser en sous-produits. Voilà. Heu, évidemment, alors qu'est-ce qu'il y a? Une autre question qui arrive. Tac, tac, tac. Alors, attestation pas indispensable, bah, alors ça, je vous conseille vivement de vérifier avec votre assurance parce que les assureurs, quand il y a un souci, ils font tout ce qu'ils peuvent, pour, éventuellement, prouver que ça a pas été fait dans les règles. Donc, moi, je vous conseille vivement d'en faire au moins par an par un pro et en tout cas de vérifier auprès de votre assurance si vous pouvez le faire vous-même. Pour revenir donc sur le diaporama, un sujet qui intéresse souvent pas mal de monde, c'est le volet aide à l'installation. Donc des aides, il peut y en avoir différents niveaux. Moi, je vous conseillerais de toute façon, si vous avez un projet précis, de contacter les conseillers énergie-climat. Donc, pour avoir, les conseillers de votre territoire, donc, je vous ai dit tout à l'heure, hein, si vous êtes sur la métropole de Lyon, vous contactez l'ALEC. Si vous êtes hors métropole, mais toujours sur le Rhône, vous contactez la LTE 69. De toute façon, on a le même numéro de téléphone, c'est juste qu'à un moment, il faut taper 1 ou taper 2. Et si vous êtes sur d'autres départements, d'une manière générale, de toute façon, où que vous soyez en France, vous tapez, France Rénov', vous mettez le nom de votre commune et ça va vous sortir celui qui est le plus près de chez vous. Donc il peut y avoir des aides nationales, même si de toute façon aujourd'hui pour le bois, elles sont en très, très forte réduction. Il peut y avoir des aides locales, il peut y avoir des aides de Comcom. On a eu nous sur, la métropole de Lyon pendant plusieurs années la prime Air Bois qui a permis de remplacer 4000 chauffages anciens par des appareils à haut rendement, dont le mien. Il peut y avoir des certificats d'économie d'énergie, il peut y avoir de la taux TVA à 5,5. Donc ça, on va dire l'idéal, hein, c'est vraiment de contacter l'espace France Rénov' près de chez vous, sachant que sur le Rhône, donc nous, la prime, Airbois de la métropole s'est arrêtée. On verra si elle sera, relancée un jour, puisqu'il y a certainement encore du gisement d'appareils anciens à aller remplacer. Sur les 12 EPCI du département du Rhône, vous en avez 10 en convention avec les collègues de l'ALTE 69, donc pour accompagner les ménages dans leurs projets de rénovation énergétique. Et sur ces 10, vous en avez 8 qui portent des dispositifs en faveur du chauffage au bois. Donc là, on est vraiment sur une logique de Comcom. Et donc, vous avez un écopass qui est présent sur 5 territoires. Bon, vous avez tout un tas d'acronymes, mais les gens qui sont de ces Comcom doivent savoir de quoi on parle. Et donc, vous pouvez avoir comme travaux éligibles des poêles à bois, des chaudières à granulés, qui peuvent être éligibles en complément d'autres travaux de rénovation énergétique. Donc, on a voilà, les fonds Airbois, c'est variable, hein, selon les territoires, c'est valable selon les conditions de revenus des ménages, et ça peut aller de 700 à 2 800 €. Les conditions à respecter, il faut que ça soit posé par des artisans RGE. Il faut que on remplace un foyer ouvert ou un appareil d'avant 2002 et on n'a pas le droit de revendre, l'appareil qu'on enlève. Pour les petits malins qui voudraient aller le vendre sur le bon coin, normalement, on doit avoir un certificat de destruction de l'appareil. Moi, personnellement, je l'ai revendu chez un ferrailleur après mon ancien insert l'avoir neutralisé. Bon, vu qu'il pesait plus de 200 kilos avec les contrepoids, j'ai mis quelques coups de disqueuse pour, le séparer en plusieurs parties et puis pour le rendre, voilà, pour pas qu'il soit revendu sous le manteau et j'ai, pu bénéficier au prix de la ferraille de la magnifique somme de 20,60 €, ce qui a complètement changé ma vie.
Voilà, donc c'est bon à savoir. On a normalement à partir du printemps 2026, un fonds Airbois sur une autre Comcom qui s'appelle la CCEL. Mais voilà, les montants sont pas encore, disponibles. Il faut contacter les collègues de l'ALTE pour plus d'infos. Hop, je vous mets, hop, les montants. Donc, voilà, bon, vous avez des notions de montant, mais de toute façon, contactez les collègues, pour ce qui est, pays de Lauzon. Si on a des gens qui sont plutôt de l'agglo Vienne, Condrieu, qui dépendent de ce plan de protection de l'atmosphère, là, c'est les amis de l'AGEDEN qu'il faut contacter. Donc voilà, ils sont sur Grenoble normalement. Ils ont peut-être encore des permes décentralisées sur différents territoires. Mais voilà, en tout cas, si vous cherchez l'espace France Rénov du territoire de Vienne-Condrieu, vous allez tomber sur la GDN. Je vous fais un petit retour d'expérience sur ce que j'avais avant. Donc avant, j'avais la cheminée classique que beaucoup de gens ont avec un insert dedans. Moi, ça fait 15 ans que j'ai ce logement. Je n'avais aucune idée ni de la marque qui n'apparaissait pas sur l'appareil, ni du rendement. La seule chose que je savais, c'est que si j'étais pas à 1 mètre, j'avais quand même pas très chaud et que j'étais bien obligé d'utiliser les 2 convecteurs électriques que j'avais dans le salon. Quand la primaire bois de la métropole de Lyon a été lancée dans les années 2018-2019, il se trouve que la LEC avait été missionnée pour développer la notoriété du dispositif et que ça faisait partie de mes missions. Et qu'à force de rencontrer des gens très intéressants, des installateurs qui avaient l'air très compétents, je me suis dit, voilà, il va peut-être falloir que je le fasse. Et donc voilà, j'étais dans les premiers à passer à l'acte. Donc j'ai fait des devis, j'ai fait le choix, donc moi, d'un appareil, comme je vous disais, mixte. Et puis j'ai fait le choix de détruire l'ancien système moi-même pour faire des économies. Donc ça m'a permis d'économiser 800 €. Bon, casser, je sais à peu près faire. Refaire, j'en aurais bien été incapable. Mais en tout cas, voilà, ça témoignait du genre d'insert qu'on avait à l'époque. Les pierres de parement, les poutres dans lesquelles on met plein de déco qui vient prendre la poussière, le coffrage en placo du conduit. Bon, voilà, j'ai décidé de changer. J'en ai profité pour refaire un carrelage, d'où le changement de visuel. J'avais bien dit à la personne qui instruisait les dossiers, qui demandait une photo avant-après, je lui ai bien dit, bon, je le connais, donc je lui ai bien dit, «Ne viens pas me dire que c'est pas chez moi, c'est bien le même endroit, c'est juste que j'en ai profité pour refaire un carrelage imitation bois». Donc j'ai, sur la photo de droite, j'ai tout cassé, j'ai évacué le système. Heureusement que j'avais un voisin qui avait un diable charge lourde qui m'a permis de passer le petit seuil de la porte-fenêtre. Et puis après, effectivement, j'ai disqué quelques parties pour notamment enlever le contrepoids qui permettait de lever la grille, enfin la vitre avant. Et donc, je suis parti sur l'appareil que vous voyez là, qui aurait pu être que granulé, mais qui a les 2 options, donc granulé et bûche, avec, c'est un des rares appareils où le granulé vient d'en bas, et j'ai la possibilité donc de démarrer au granulé, puis quand je suis à la maison, de mettre une bûche. Et quand elle s'est enflammée, je coupe le granulé, ce qui me permet de consommer du bois avec un prix du kilowattheure moins cher. Donc, je dois en être à mon 7e hiver et je suis très content d'avoir fait la bascule. Ça m'a permis aussi d'enlever les 2 radiateurs électriques que j'avais dans le salon. J'ai conservé les radiateurs que dans les chambres à l'étage, convecteur électrique basique, mais que je mets en marche que pour pas descendre en dessous de 16-17 degrés en hiver, sinon qui ne servent pas. Donc voilà, c'est quelque chose que voilà, j'étais vraiment content de faire. L'intérêt, comme je vous disais, du granulé, c'est qu'on peut le démarrer à distance, ce qui implique juste de ne pas couper la box pour pouvoir le démarrer en Wi-Fi. Il se trouve que moi, quand, en tout cas hors saison de chauffe, et quand l'hiver n'est pas très rigoureux, je coupe ma box quand je suis pas chez moi, ce qui me permet de réduire les consommations d'énergie. Mais si j'avais besoin sur des hivers rigoureux
pouvoir le démarrer à distance, je pourrais toujours sur quelques jours laisser la box allumée pour pouvoir communiquer avec mon poêle. Donc voilà, on a quand même l'énorme avantage de l'automatisme. Moi, ce poêle-là, il démarre donc tout le temps à 100 de rendement et après j'ai la possibilité au bout d'un moment de le passer à 50 ou à 10 en fonction de la température que j'ai. Voilà, à 100 ça va permettre de monter vite en température, à 50 puis 10 ça va permettre de stabiliser et ensuite, comme je disais, de pouvoir passer à la bûche. Donc aujourd'hui, je dois être à peu près à 40 sacs de granulés, donc de 15 kg. On peut parler aussi des prix. Il y a eu un moment où il y a quelques années, il y a eu une crise où le granulé, le prix s'était enflammé et du coup, les vendeurs de chauffage bois vendaient plus un poêle à granulés. Heureusement, il y a eu un contre-choc. Donc le granulé en sac se trouve généralement en sac de 15 kg. Quand j'ai démarré il y a 7 ans, je le payais moins de 4 €. Il y a eu un moment où il était monté à plus de 10 € le sac et j'en avais même vu à 15 € le sac. Donc forcément, quand on n'est pas voilà, moi j'avais pas pris, je m'étais pas pris à l'avance. Donc quand j'ai voulu acheter du granulé, bah, je suis passé de moins de 4 € à plus de 10, ça m'a fait bizarre. Donc effectivement, à ce moment-là, j'en achetais pour démarrer et sinon je brûlais de la bûche. Heu, voilà, il y a eu un ensemble de choses qui ont fait que le prix du granulé a explosé. D'abord, il y a eu un surstockage, c'est-à-dire qu'à force que les médias communiquent sur risque de pénurie, bah, en fait, on a généré la pénurie en faisant des surstocks, hein, et quand on voit les volumes commandés, bah, c'était effectivement, les gens ont vraiment surstocké, très, très tôt dès le printemps. Ensuite, le fait qu'il y ait eu la guerre en Ukraine, bah, on a dû se passer d'à peu près 10 du granulé qu'on importait de Russie, Ukraine, Biélorussie. On a aussi pas mal de les Italiens qui avaient l'habitude d'acheter du granulé plus cher, qui sont venus acheter du granulé aussi, en France. Donc voilà, il y a eu un et puis les industriels français n'avaient pas forcément anticipé une telle augmentation de la demande. Maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Les filières se sont, mises en place. Le prix du granulé est rapidement descendu en dessous de 7 € le sac. Puis, maintenant, voilà, on le trouve aux alentours de à peu près 5 € le sac. On a aussi la possibilité de commander des palettes de 60-70 sacs. Enfin voilà, donc on peut aussi se faire livrer, à domicile. Il y a différentes options. Donc en tout cas, moi, je suis très content de mon investissement parce que je peux vous dire que celui-là, si je le mets à 100 et que je reste à moins d'un mètre, j'ai vite très, très chaud. Donc je suis même, voilà, quand on a atteint la température de consigne, je baisse le rendement parce que sinon on a trop chaud, quoi, clairement. L'autre avantage des systèmes à granulés, c'est que très haut rendement égale très peu de descendrage. Donc sur l'ancien système que j'avais, que vous voyez sur la photo de gauche et centrale, j'avais une cassette de descendrage qui était 3 fois plus grande, que je vidais 3 fois plus souvent, avec des morceaux, hein, brûlés qui montraient que la combustion était pas bonne. Sur l'appareil que j'ai aujourd'hui, j'ai une cassette de descendrage qui est 3 fois plus petite et que je brûle, et que je vide, allez, 1 fois par semaine. Donc je vais faire très simple, hein. Un coup, c'est sur la pelouse, un coup, c'est au pied des arbres, dans le jardin, et ça sert à nourrir le sol. Voilà un petit peu pour ce retour d'expérience, hein. Hésitez pas à poser vos questions, hein, sur le chat. Bon, en cas d'incendie, si l'origine n'est pas le chauffage au bois, ça me semble peu logique qu'on vous demande l'attestation. En tout cas, si ça crame en été, je pense que clairement ils n'auront pas ce vice-là, mais bon, en tout cas, renseignez-vous avec votre assurance, c'est quand même, voilà, la meilleure chose à faire. Surtout que je pense que vous êtes comme moi, c'est-à-dire que vous signez des contrats qui font parfois des pages ou des dizaines de pages sans tout lire. Que parfois, dans les petites lignes, voilà, on lit pas tout, donc voilà, ça peut être important de s'assurer de ça. Voilà, sur la partie, donc bon, je peux vous remettre la partie contact avec les contacts donc de nos structures, en tout cas sur le Rhône. Donc nous, on a un seul téléphone, hein, qui est le 04 37 48 25 90. Bon, après, chacun a son site, chacun a sa chaîne YouTube. Si le sujet de l'énergie vous intéresse, il faut savoir que ce webinaire,
il n'est pas isolé, qu'en fait, on en fait plusieurs dans l'année et donc vous retrouvez sur les chaînes YouTube de l'ALEC et de la LTE les replays de tous les autres webinaires, avec des webinaires aussi bien sur la réno globale que sur l'énergie solaire, que sur le confort d'été, que sur plein d'autres choses. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil. On est toujours sur des formats de webinaire d'1 heure à 1 h 15. Ils sont toujours enregistrés, donc voilà, faut pas hésiter à poser vos questions. On a le temps de prendre quelques questions, hein, si vous voulez. Donc là, je vais aller sur le chat, poser quelques questions. N'hésitez pas à me dire aussi, combien, voilà, si parmi vous, s'il y a des gens qui sont déjà équipés, combien de personnes ont des projets, si justement vous avez besoin d'être assisté là-dessus. Alors, donc les contraintes, j'imagine que la cheminée doit être la cheminée. Heu, donc heu, donc effectivement, ça des histoires de DTU, ça c'est à vérifier. Les collègues que vous aurez au téléphone pourront vous compléter ça. Il peut y avoir parfois des nuisances, avec les systèmes énergétiques, avec les cheminées, donc notamment, normalement, il y a une histoire de hauteur, bon, pour être bien sûr qu'on va pas, que le voisin va pas se retrouver, sous les vents dominants. Vous pouvez avoir des contraintes aussi avec des pompes à chaleur, notamment des systèmes sur air qui vont faire du bruit et qui peuvent, quand on est sur des maisons de ville assez proches, qui peuvent venir nuire aux voisins. Donc là, il y a de toute façon, il y a des règles de l'art, il y a des DTU, il y a des règlements, et ça, voilà, l'installateur doit vous le fournir, sinon mes collègues pourront vous transmettre tout ça. Je regarderai si je peux dans le mail résumé vous trouver quelque chose là-dessus de précis. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, puisqu'on arrive à la fin des diapos que je voulais vous présenter. Oui, de toute façon, oui, il y a moi, c'est pareil, même en granulé, le temps qui s'enflamme, j'ai de la fumée après, voilà, l'idée, c'est qu'on atteigne le plus rapidement possible le bon rendement. Moi, je sais que j'ai l'expérience d'un poêle à bois ancien que mes parents ont sur, une résidence secondaire en Savoie et clairement, quand on arrive en hiver, très souvent, en fait, si on fait pas attention, le poêle même arrive à refouler à l'intérieur et ça, c'est parce qu'en fait, le conduit est pas assez chaud et donc le tirage se fait pas bien et au bout d'un moment, on avait trouvé la parade, c'est-à-dire qu'on avait un petit, heu, petit chalumeau, petite lampe à gaz qui nous permettait on va dire de chauffer les plaques de fonte, qui donnaient sur le conduit et en gros de générer de la chaleur pour commencer, à faire monter le conduit en température pour éviter que ça refoule. Parce que forcément quand vous débarquez en hiver dans une résidence secondaire, où la température doit être à 5 degrés quand dehors il peut faire, 0, ou des températures négatives, vous imaginez bien que votre première préoccupation, c'est pas de tout ouvrir pour faire du courant d'air pour évacuer la fumée qui refoule. Donc voilà, vous avez, des règles de l'art, hein, en termes de fêtage et de distance par rapport aux voisins, qui sont, ici Denis vous précise, donc 40 centimètres au-dessus du fêtage, plus de 10 mètres par rapport aux voisins. Donc voilà, ça va être, notamment effectivement, hein, sur des maisons de ville où on peut être assez proche, c'est là qu'on peut avoir des nuisances. Après nous, on a aussi en termes de qualité de l'air, on a aussi eu la possibilité, d'avoir des capteurs de particules fines mis à disposition par Atmo Rhône-Alpes, qui mesuraient différentes tailles de particules, les PM1, les PM2,5 et les PM10 et on voyait très bien quand on se baladait dans des lotissements que le niveau de particules n'était pas du tout le même entre des gens qui avaient des anciens systèmes et des gens qui avaient des appareils à haut rendement. Donc voilà, c'est assez intéressant. Il y a une application qui s'appelle la Captotech sur laquelle justement on peut retrouver des mesures citoyennes, donc des mesures faites par d'autres personnes. Et nous, on a déjà fait des balades qualité de l'air où on se baladait à la fois au milieu de la circulation et notamment en hiver dans des zones où il y avait du chauffage bois et on voit très très bien que quand on a des vieux systèmes, et d'ailleurs souvent même à l'odeur, hein, on sent, on voit visuellement
Et sur une de ces balades, j'ai même vu une cheminée où on avait carrément les escarbilles des parties incandescentes qui sortaient de la cheminée. Donc là, j'ai bien dit à la chargée de mission de la commune qu'elle avait tout intérêt à aller voir le particulier le lendemain et lui conseiller vivement de faire un ramonage, ou de faire attention au bois qu'il utilisait parce que, en dehors du risque d'incendie de la proximité de son propre logement, enfin voilà, mais même en termes de, ouais, qualité de l'air et cetera, enfin c'est pas normal de voir des escarbilles incandescentes qui sortent de la cheminée. Donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions. En tout cas, que ça soit l'ALEC, que ça soit la LTE, que ça soit la GDN ou les autres, collègues, des espaces France Rénov', voilà, on est vraiment à votre service. Retenez bien, nous, on n'a rien à vendre, on vous fait du conseil gratuit, indépendant et neutre. Et donc, faut pas hésiter à nous contacter. On organise aussi régulièrement des visites de rénovation exemplaire. Donc regardez dans les agendas de nos sites internet. On aura, prochainement une visite de copropriété, on aura prochainement une visite de rénovation de maisons individuelles. Donc tout ça au mois de mai. Et ça peut être intéressant pour des particuliers en phase de réflexion de voir des gens qui sont déjà passés par là et d'aller voir des chantiers en phase travaux. En tout cas, j'espère que ça vous a appris des choses. Pour aller plus loin, vous avez quelques guides de l'ADEME, qui sont disponibles. Donc, vous avez, voilà, le bois, une énergie renouvelable en 10 questions, adopter le chauffage au bois, comment bien se chauffer au bois. Vous avez les tutos de France Bois Bûche, donc n'hésitez pas à consulter tout ça. Ils sont disponibles aussi en format numérique sur internet. En tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'en rester là. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis éventuellement à une prochaine sur une nouvelle édition. Passez une très bonne soirée. Au revoir.